Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde intitulée Institutions ou Curation. Nous sommes ravis d'accueillir sur ce plateau aujourd'hui 3 jeunes chercheurs curateurs dont les recherches portent sur les institutions d'art au sens large, c'est-à-dire sur les lieux d'exposition et les pratiques curatoriales comme autant de façons d'écrire l'histoire de l'art, voire comme façon d'affirmer ou de questionner l'existence d'un canon en histoire de l'art. Je m'appelle Dina Eklund et avec mon collègue Young Sung, nous sommes ravis de modérer cette table ronde aujourd'hui. Nous sommes chargés d'études et de recherche à l'INACHA. Du coup, dans cette table ronde, on propose un format plus classique. Chacun de nos intervenants disposera de 20 minutes pour présenter leur présentation. Et nous aurons ensuite environ 25 minutes pour les échanges. Pour ouvrir cette table ronde, nous allons écouter Andrea Volk. Andrea, tu travailles au musée à la Hamburg Kunsthalle, désolé pour ma mauvaise prononciation, en Allemagne depuis 12 ans. Et cela t'a permis d'acquérir une expérience très riche en matière de commissariat d'exposition. Et tu prépares actuellement une thèse à l'université de Leuphana de Lüneburg intitulée Art, Galon et le musée, la représentation de l'art au XXe siècle, dans laquelle tu réalises une synthèse historique des expositions permanentes dans l'institution où tu travailles. Et ton sujet est justement très pertinent pour le thème de notre congrès. Aujourd'hui, tu vas nous présenter quelques problématiques liées à l'uniformisation et la standardisation des expositions permanentes dans les musées allemands au XXe siècle. Cette présentation sera communiquée en anglais et maintenant nous allons passer la parole à Andrea Volk et nous vous souhaitons une très belle découverte. Merci beaucoup pour cette introduction très gentille. Au début, je veux dire un grand merci à vous pour la possibilité de présenter le thème de ma thèse et discuter avec vous. Je vais commencer par une brève introduction en français au sujet de ma thèse en général et en question principale, mais ensuite je vais continuer à parler en anglais. Je suis très désolée, mais je voulais me concentrer sur mes recherches et parler librement et je ne peux pas le faire en français, pas encore. Mais je le comprends beaucoup mieux que je le parle. Donc, bien sûr, si vous voulez, vous pouvez poser des questions en français pendant la discussion. D'accord. Art, canon et musée. La représentation de l'art du XIXe siècle. Ma thèse de doctorat vise à démontrer la présentation des collections muséales comme un instrument central de la formation des canons et de l'histoire de l'art du XIXe siècle. L'idée directrice est qu'en Allemagne, vers 1900, on assiste à une uniformisation de l'art présenté, indépendamment du lieu et du type de musée. Un canon composé de chefs-d'œuvre du romantisme, du réalisme, le naturalisme et l'impressionnisme est construit et reste établi jusqu'à présent. Des protagonistes nationaux, Caspar David Friedrich, Wilhelm Leibl, Max Liebermann et Adolphe Menzel, sont favorisés et opposés à leurs collègues français comme Paul Cézanne, Gustave Courbet, Edgar Degas, Édouard Manet, Claude Monet ou encore Auguste Renoir. Des œuvres autrefois très appréciées, en particulier les académiques, où pourtant ceux des sujets historiques ont disparu en réserve, ont été vendus ou transmises à des musées historiques. Pourquoi et comment arrive-t-on en Allemagne à une narration muséale unique, alors que les contextes historiques et politiques des musées sont différents et varient des collections bourgeoises ou monarchiques? Quels sont les narratifs nationaux, internationaux et d'histoire de l'art, et dans quelle mesure peut-on parler d'un modèle français? J'ai reconstitué les présentations des collections de la Hamburger Kunsthalle, le musée dans lequel je travaille,
Pour la première fois dans les différentes étapes historiques de la création du musée en 1869 à nos jours, et ce sont les images à gauche, des comparaisons avec la Nationalgalerie de Berlin à droite, où la Neue Pinakothek de Munich met en évidence l'uniformation nationale. Les Jahrhundertausstellung der deutschen Kunst, et c'était une exposition très importante, présentée à Berlin en 1906, est mis comme catalyseur central du changement de canon, une réaction allemande à la centennale de Paris en 1900. Actuellement, j'essaie de comparer les résultats acquis pour l'Allemagne à la pratique d'exposition à Paris. And now I'm going to switch into English because this is much easier for me and I can speak freely. I have to go a step back and tell you about these pictures that I'm showing, that within the 19th century, and especially within the second half of the 19th century, there was no united Germany. So therefore, all the museums and the history of the museums and the collections were very different. For example, you had Prussia with William II in Berlin, you had Ludwig I in Munich, and in Hamburg, which has always been a free state, the museum was founded by private collectors, la bourgeoisie. And you can see that within the collections they present. So on the left side, you can see the Hamburger Kunsthalle, which presented a lot of smaller and medium formats, and a lot of portrait paintings, a lot of landscapes, obviously a lot of seascapes, a lot of northern art because of the connections to the Netherlands, for example, or Denmark. And on the right side, you can see the presentation of Prussia and Berlin with William II. So you see an academic in the center of the National Gallery, which is Peter von Cornelius. And on the lower image, you can see that they put a huge history painting in front of the actual presentation of the collection. Could you? Thank you. And this is the history painting. So you see William II in its victory being driven by carriage through the Brandenburger Tor. And this is one of the images that hasn't been shown in Germany for over 100 years. And the next, thank you. This was a very, very important exhibition in 1906 in the National Gallery in Berlin, where basically, well, I could talk about this exposition for a whole weekend because it's absolutely fascinating. It's completely crazy what they did because they brought together over 2,000 works of German painter from the 19th century. They prepared this exhibition for over 10 years, and everyone who was important in cultural life at that time was involved. And what they did is they put up wooden walls in front of the history paintings you just saw and installed something or like the who is who of what we see in German presentations nowadays for the 19th century art. And, no, sorry. And yes, the Centenale in Paris was very, very important for this. And now the next slide, please. Thank you. This was the very first time that Germany presented an exhibition that ended with monographic rooms. So there was the first presentation of Caspar David Friedrich, which is nowadays a national hero for Romanticism. It was the first time he was ever exhibited in a museum. And the same with Max Liebermann, who got his first monographic room in the National Gallery within that exhibition. And for me, this one is really crucial because it changed how we perceive German art afterwards. Thank you. And maybe to cut this story short, on the left side you can see what Hugo von Tschudi, the director at the time, did after the Jahrhundertausstellung. He tried to get a platform, so to speak, for French modernism. And he installed Manet, he installed the Rodins in the third floor, the last room in the National Gallery, because it was still under William II, and the last thing William II wanted to see in his National Gallery was French modernism.
he basically lost his job over this decision, but he still did it. And if you see the right pictures over 110 years later, and you compare these two rooms, you can see that nothing has really changed about the perception of masterworks and masterpieces of art of the 19th century. Yes, next slide, please. Thank you. So there is really a consensus, a general understanding of what's the 19th century when you travel from one museum to another in Germany right now. You will always see a binational presentation. So you have German art put next to French art. And you have a story of protagonists. And there is also an understanding about the biggest museums in Germany with the richest presentation or collection of the 19th century art. And these are the National Gallery in Berlin, and the whole presentation ends with Dans la Serre by Manet. And within Munich, you have the last painting being Le Déjeuner dans l'Atelier. And in Hamburg, you have the Nana by Manet being the last painting before you enter the section of the 20th century. So he's like the crucial point and somehow the bridge that leads you from the 19th to the 20th century. To sum this up, binational, it's all about protagonists and different masterpieces, and that's very different from the 19th century presentation practice back of the museums, because it was always regional. As I told you, it was a federal system, very different collections, very different academies. So there was not just one academy, but you had the Munich Academy, the Düsseldorf Academy, the Dresden. You get the picture. And this is something that we wouldn't understand today. If it says like the School of Düsseldorf, no one knows what that's supposed to mean. We're telling a story about protagonists, but that's not the actual story from the 19th century. I'm not sure if you get what I'm referring to, but yeah. Yes, thank you. I've talked about the French painting being the model of the 19th century, and also the Centenal being the example for the Jahrhundertausstellung. And what I'm doing right now is asking myself the question, how has this development been in France? Because when you think about the 19th century today and you want to see the masterpieces, obviously you go to the Musée d'Orsay, and there you have like a multi-perspectival view of the 19th century. So you can see the Impressionists, you can see Courbet, you can see Manet, but you can also see the painters from the Salon, the academies. But that's something that's really different to Hamburg or to Germany in general, because you can't really find any history paintings, you can't really find any academic paintings, and I will get to that a bit later. And the Musée d'Orsay has just been opened in 1986. So I'm looking at the history of exhibition practice for the 19th century art right now. Where has it been exhibited and how and what was shown? Because there was a struggle and a fight as well here in France, but it was different from what happened in Germany. Yeah, maybe the next slide. Thank you. Yeah, and the next one. Yes, so I'm trying to figure out which were the institutions that showed 19th century art, and I'm asking myself, and that's really a very recent question, if the Louvre is really like an instrument for the canon. Because for 19th century art, for example, everything started in the Musée du Luxembourg, and you already had different examinations, because you had the jury de Salon, who picked the painters who were able to exhibit their works. Then you had the state, who bought particular works, brought them to the Musée du Luxembourg, and then they were exhibited there, and they had to stay there for a while and see if they established themselves, if they're worth it in a way. And after them being historic, so really ensuring that this is a masterpiece,
when the artist was dead for about 10 years, then they could move on to the Louvre. And for me, it would be interesting to see how the narrative and the canon for that sort of art presentation has changed within the last 100 years within the Louvre. That's something I want to do and something I want to investigate in. Yes. My last point, and this is really interesting for me to compare German exhibition practice to the French one. I took the catalogue actually of 1974 from the Grand Palais. The Grand Palais did an exhibition 100 years later of this exhibition, and that's the year where the first exhibition of the Impressionists was held. And I was, first of all, looking what was the official presentation of contemporary art at that time, at that very important date of art history writing, or the narrative of art history within the 19th century. And I asked myself, what happened to these works that were exhibited back then, that were the official canon in a way? And as you can see, almost 3/4 of them are still exhibited. So 33 works are in the Musée d'Orsay today, just 3 works in the Louvre, and 126 works are in different museums all over France as a loan. And that's a practice that you won't find in Germany, but I will get into that. And 52 works are in storage. Just 28 works are uncertain or destroyed, and that's very little compared to Germany. Because if you look at the first presentation of the opening of the Hamburger Kunsthalle, where I'm working, you can see that just 8 works of over 400 works that were presented in 1869 are still on display, and just 4 of them being out of the 19th century collection, the other 4 from the old masters. And you have 174 in storage, and probably over 100 years in storage, because no one is interested in showing academic painting or history painting, because, as you know, Germany is very conscious about showing history and sort of exhibiting it in the museum and giving it a worth. So this is a really tricky thing, and now it's getting interesting, 145 works are either sold, exchanged, destroyed, confiscated, stolen, or uncertain, and that's a lot. And there you can see that the value of the first collections really changed, because these works were sold in the beginning of the 20th century, and that's the time where this was an historic epoch in a way, and you could say, okay, that's the canon and that's really not it, so we're gonna sell everything. And that's a practice that really got rid of all the history paintings or the landscapes or anything that wasn't the canon in a way. Our next one. Yes. There are exhibitions of history painting and academic painting in Germany, but most of the time, it's either in the smaller cabinet rooms, it's never in the actual narrative of the permanent collection, or barely, or it is in the focus of temporary exhibitions. And for me, maybe the right one is a good example. It was an exhibition a few years back in the National Gallery in Berlin, where they restored all the works by female artists in the collection of the 19th century. And they did a huge exhibition just by all the women artists. And what happened after that exhibition? Everything went back into storage. And this is something that's ridiculous, because you've done the work, you've done the research. Why not try to integrate that into the narrative of the permanent collection? Everything you do in a temporary exhibition, it's an argument. You have an author because the curator is named, it's present. And within the permanent collection, that's not the case. We don't really know what the permanent collection is supposed to be. Is it supposed to be a narrative of art history? Is it supposed to be objective,
most of the time it's chronological. And yes, these are just a few ideas what I'm doing. And for me, it's really interesting. It took me a while to understand that the word dépôt means something completely different in French than in German, because the dépôt is basically storage for us. If you say in Germany, the work is in the dépôt, it means it's not visible, it's not, no one in the public will ever see it again, probably. So that's really a huge difference. And yeah, I think it's a lot, it has a lot to do about, with the system itself. And I think we're going to have a lot of work with the permanent collection, or that's what I would like to do, to tell different narratives from the narrative that is over 100 years old and maybe needs to be revisited in a way. Yes, thank you very much. Thank you so much, Andrea, for this very interesting presentation that really questions the power of art institutions in defining an artistic canon. So thank you very much. We'll have the time to discuss it later when we've listened to Emma and Noam as well. So I'm going to switch to French. On va faire un petit saut dans le temps et on va écouter Emma Distel. Emma, tu es diplômée d'un master de recherche en muséologie à l'école de Louvre et tes recherches se concentrent sur l'exposition de l'art contemporain et notamment sur les artistes curatrices féministes. Tu prépares actuellement un projet de thèse toujours sur cette figure de l'artiste curatrice féministe en essayant d'y ajouter un aspect expérimental puisque tu voudrais enrichir ta recherche de ta propre pratique de curatrice. Et aujourd'hui, nous allons t'écouter parler. Bonjour à toutes et à tous. Okay. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, un grand merci aux organisateurs et organisatrices de ce congrès. Et je suis ravie du coup d'avoir pu rencontrer Noam et Andrea ainsi que Dina et Yongsong. Donc aujourd'hui, dans le cadre de cette table ronde d'institution curation, j'aimerais vous parler des artistes curatrices féministes et comment elles voient en la curation une stratégie de visibilité face au canon. En fait, depuis les années 1950, les artistes deviennent à leur tour des commissaires d'exposition et au-delà de l'exposition de leur père, ils s'exposent parfois aussi eux-mêmes également. Et c'est le cas de Vali Export, une artiste autrichienne, mais aussi de Kirsten Justesen, une artiste danoise. Elles revendiquent toutes deux leur engagement féministe dans leurs œuvres et parfois aussi dans leurs expositions. Certaines de leurs œuvres font partie de la collection autrichienne Verbund, l'avant-garde féministe des années 70, exposée en 2022 à Arles dans le cadre des rencontres de la photographie. L'imbrication de leur engagement et de leurs pratiques artistiques et curatoriales nous questionne, car elle témoigne d'un enrôlement de la curation par les artistes. Elle s'attribue une nouvelle profession afin de tenter une réécriture de l'histoire de l'art par les femmes. Et dans le cadre de cette communication, je vous présente une fraction du fruit de mes recherches relatives à mon mémoire de recherche en Master 2, soutenu en 2022 sous la direction de Madame Susanna Gallego-Cuesta et comme membre du jury, Quentin Petit-Didual. Je vais jeter la lumière sur leur rôle en tant qu'artistes, curatrices et quelques autres professions à travers des exemples tels que leurs expositions ou leurs essais. Cette imbrication justifie l'intérêt qu'on porte pour la double figure d'artiste curatrice qui, d'une part, s'approprie l'espace activement en concevant des expositions selon des nouveaux formats et qui, d'autre part, mène des carrières multiples, le tout à une même fin, réécrire l'histoire de l'art canonique par l'exposition non mixte de femmes artistes. Cette figure récente, finalement, soulève des questions impliquant la notion du canon et beaucoup de questions peuvent émerger de l'étude de leurs expositions et aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi la figure de l'artiste curatrice féministe a émergé et comment elle parvient à transmettre une histoire féministe de l'art. Pour ce faire, j'utilise la méthodologie des études de genre et en cela, j'entends prendre en compte le statut de femme dans l'analyse de la figure de l'artiste curatrice et comment, finalement, est-ce que le genre influence de quelque manière que ce soit leur vie ou leur carrière. Donc il s'agira non seulement d'expliquer comment Vali Export et Kirsten Justesen œuvrent pour transmettre leur regard sur la mise en exposition d'œuvres de femmes artistes, mais aussi comment le regard d'artistes curatrices féministes peut permettre une transmission d'une histoire féministe de l'art. Nous pourrons questionner l'exposition,
Est-ce un outil féministe pour réécrire l'histoire de l'art dictée selon le canon? Tout d'abord, je vais tracer très rapidement le paysage politique dans lequel Valie Export et Kirsten Ustezin sont devenues curatrices, car elles étaient artistes avant d'être curatrices, afin de mieux comprendre les cas que je vais aborder tout à l'heure. Donc Valie Export, d'abord, qui évolue dans une Autriche, elle commence sa carrière à la fin des années 60 en Autriche, une Autriche qui a été profondément touchée par la Seconde Guerre mondiale, et son redressement a seulement été facilité par le plan Marshall en 1948 et un traité d'État en 1955. Et bien qu'elle ait approuvé son annexion à l'Allemagne nazie par référendum en 1938, l'Autriche s'est présentée comme victime de l'Allemagne nazie alors qu'elle était finalement collaboratrice. Néanmoins, dans les années 60, les pensées antisémites et nazies persistaient dans le pays, de même que les tensions de la guerre froide, l'anticommunisme et les mœurs sexuelles puritaines. Dans ce contexte, l'art d'après-guerre rejette les formes et les conventions traditionnelles et les artistes utilisent leur propre corps pour revendiquer leur liberté et provoquer la société et l'État. Ces artistes d'avant-garde cherchent à remettre en question l'idéal bourgeois de l'éducation et de l'art promu par le national-socialisme. En tant que femme artiste, Valie Export cherche à lutter contre l'hégémonie masculine et à créer une nouvelle identité pour les femmes, tout en remettant en question le conservatisme autrichien qui rend la vie difficile à tous les artistes de cette période, qui sont qualifiés de dégénérés. Elle se proclame féministe actionniste et théorise ce mouvement qui vise à libérer les femmes de leur objectivation en tant que simple produit de l'histoire masculine et à en faire des actrices et des créatrices indépendantes. On pourrait croire que, de manière générale, il y a eu un mouvement d'avancée des droits des femmes dans tous les pays d'Europe et des États-Unis, mais ce n'est pas vraiment le cas. Il y a des, comme par exemple l'Autriche, en fait, où le mouvement féministe est apparu plus tard dans les années 70. Et donc, à la fin des années 60, quand Valie Export commence à être artiste, elle est très très mal reçue en tant que féministe. Elle confie qu'à ce moment-là, on ne peut plus imaginer combien le monde de l'art ignorait à cette époque les artistes femmes. Valie Export, donc c'est même pas seulement parce qu'elle était féministe, c'est juste parce qu'elle était femme aussi. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas non plus confondre. Valie Export fait partie des premières à utiliser l'obscène afin de revendiquer la féminité des femmes contre la domination du regard masculin. Avec cet exemple d'œuvre, par exemple, une de ses plus connues. Et en fait, en s'attaquant aux fondements de la société, elle devient une ennemie de la nation. En fait, ça c'est une photographie, mais aussi une performance où elle n'avait pas l'arme, par contre, dans la performance. Elle est entrée dans un cinéma, comme ça. Et donc voilà, qu'est-ce que je vais dire. En s'attaquant aux fondements de la société, elle devient une ennemie de la nation, et malgré tout, elle continue ses pratiques provocatrices, voire agressives comme juste ici, ce qui déplaît au gouvernement autrichien et à la presse autrichienne. Elle est qualifiée de perruche tourmentée, par exemple. C'est enfin en 1970 quand Bruno Kreisky mène une réforme sociopolitique, au cœur de laquelle se trouve la culture comme pilier de l'État, que l'Autriche permet à tous les artistes, peu importe leur pratique, enfin, en tout cas dans la loi, en pratique c'est différent, d'entrer officiellement sur la scène artistique. C'est grâce au réseau international des avant-gardes que Valie Export a pu se faire connaître et reconnaître, comme en Allemagne de l'Ouest où elle a été accueillie avec enthousiasme. C'est parce qu'elle a su gérer sa carrière d'artiste et ses idées que Valie Export a su s'émanciper de cette Autriche conservatrice et étouffante et qu'elle a pu diffuser son propos. Cependant, il est important de noter qu'elle n'est pas la seule à organiser des expositions de femmes artistes et elle n'est pas la seule curatrice à s'engager politiquement non plus. Ensuite, Kirsten Ustezin, je mets une de ses œuvres phares juste ici. Donc, le Danemark, c'est très différent. En fait, les débuts de la carrière artistique de Kirsten Ustezin se sont déroulés dans le contexte d'un pays en proie à d'importants changements sociaux, politiques et culturels. Dans la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, le Danemark avait une société relativement permissive, avec un État-providence fort, une culture de la libération sexuelle aussi. Et cette atmosphère a permis l'émergence de l'art d'avant-garde et de mouvements tels que Kanonklubben, dont je parlerai tout à l'heure, un collectif d'étudiants en art. La politique culturelle du Danemark dans les années 50 et 60 était caractérisée par le soutien aux artistes et l'accès démocratique aux arts. Cette politique était une réponse à la commercialisation de la culture et à la présence croissante de la culture américaine en Europe. Cependant, des débats sur la haute et basse culture sont apparus dans les années 60, conduisant à l'émergence de mouvements d'avant-garde qui visaient à critiquer la notion de grand art et à intégrer l'art dans la vie de tous les jours. Il y a aussi le mouvement culturel jeune au Danemark qui a eu un rôle très important dans la formation du paysage artistique et politique de l'époque. Et ce mouvement associe un mode de vie communautaire à une forte opposition à la guerre du Vietnam et a conduit à l'émergence de mouvements d'opposition et d'organisation au Danemark.
non, Kirsten Justesen a participé à l'organisation féministe Red Stockings et au collectif d'artistes Canon Clubben. Et en fait, tout ça montre qu'elle mélange, en fait, dès le début de sa pratique, lorsqu'elle est étudiante à l'Académie royale des beaux-arts, son activisme féministe avec sa pratique artistique et curatoriale. Valie Export et Kirsten Justesen ont commencé à faire des expositions au début des années 70 lorsqu'elles ont vu apparaître une possibilité de faire entendre leur voix qui jusque-là était soit bridée par la politique du pays, soit par les mentalités conservatrices qui se manifestaient par un manque, voire une absence d'intérêt pour leurs propositions que je vais désormais vous présenter. Mais avant ça, je vais expliquer rapidement pourquoi en fait, ces femmes artistes deviennent curatrices. Très grossièrement, elles sont victimes d'un antiféminisme et d'une misogynie qui sont présents dans le monde de l'art et dans les années 60 et 70, et elles veulent pallier un manque de visibilité et faire entrer les femmes sur la scène artistique. Les artistes femmes sont négligées par cette scène artistique et elles peinent à s'y faire une place, donc elles se donnent elles-mêmes la mission, en tant qu'artistes, de mettre en valeur leurs consoeurs afin de les élever par rapport aux avant-gardes historiques qui s'avèrent masculines par l'effacement des femmes. Pour ce faire, elles organisent elles-mêmes des expositions non mixtes de femmes artistes puisque les institutions n'exposent pas leurs œuvres. Donc, en fait, c'est important pour elles de se faire exposer par les institutions, qu'elles soient commerciales ou muséales, car c'est le meilleur moyen de se faire connaître et c'est pour ça qu'elles prennent le pouvoir d'organiser des expositions. Non seulement le fait d'être exposé garantit une valeur à l'œuvre dans le marché de l'art, mais cela permet en plus de se faire connaître par un plus vaste public. Donc en offrant un espace aux femmes artistes qui leur est propre, les deux artistes curatrices leur permettent de s'épanouir pleinement. Et c'est dans leur propre espace que les femmes sont libres de contraintes comportementales stéréotypées liées au genre et de leurs pratiques sociales. Et c'est par leur autodétermination qu'elles parviennent à s'émanciper. L'historienne de l'art allemande Monika Kaiser le rappelle, la pénétration des femmes artistes dans le domaine de l'exposition est un phénomène de prise d'espace. C'est en créant de nouveaux espaces dès les années 70, imprégnés par les discours féministes, qu'émergent les expositions de femmes artistes. De ce fait, elles accèdent à la parole en tant que femmes, à la possibilité même de s'énoncer en tant que sujet, pensant et agissant. Donc, en plaçant le sujet au centre de leur représentation, les théories et les pratiques féministes vont émerger des identités féminines marginalisées et désavouées sur la scène artistique. Désolée, c'était une très longue citation. La conservatrice de la Fondation Pinault à Paris, Carole Bourgeois, explique que le commissaire joue le rôle d'un découvreur et parfois de redécouvreur. Cependant, je trouve qu'il est assez risqué de qualifier Valie Export et Kirsten Justesen de découvreuses, comme tout autre commissaire d'exposition finalement, parce que même si le monde de la recherche met au jour les réseaux d'artistes, leurs biographies et donc les jalons de leur carrière, de nouvelles découvertes peuvent voir le jour à tout moment. Et si nous pensons aujourd'hui qu'une artiste a été découverte par un commissaire d'exposition précis dans le cadre d'une exposition donnée, c'est pas improbable qu'on découvre plus tard que cette information est erronée, et c'est pour ça que je préfère parler d'elle en tant qu'artiste valorisatrice, parce qu'on ne peut pas prétendre de manière sûre qu'elles ont offert une première scène à ces artistes-là, mais en tout cas, c'est sûr, elles ont permis d'avoir une scène en plus et donc de les faire connaître pour se faire réexposer ensuite, etc. Donc en devenant artiste curatrice, elle permet de contrer le canon qui veut museler les discours féministes. Elle construit une histoire de l'art féministe qu'il s'agit désormais de transmettre. Et l'enjeu n'est pas seulement de rendre visibles ces artistes de manière éphémère le temps d'une exposition, mais bien de les inscrire dans la pérennité pour reconstruire le canon sur le long terme. Donc maintenant, je vais enfin passer à ces quelques stratégies qu'elles ont pu employer. D'abord, l'exposition ou la présentation, en tout cas, de la documentation et de l'archive féministe. Et pour ça, on peut prendre l'exemple de la première exposition connue de Valie Export, qui est curatée par elle, Magna Feminismus, Kunst und Kreativität. Les artistes féministes des années 70 se font également archivistes, et leurs archives et la documentation de l'art féministe de ces années-là existent grâce aux artistes elles-mêmes. Par exemple, Valie Export documente son propre travail depuis les années 60, et tout ça c'est disponible au Valie Export Center à Linz depuis 2017. Donc c'est autant accessible en fait par les chercheurs et chercheuses qui vont s'y rendre, et c'est important puisque ça donne de la visibilité tant à elle-même, mais aussi aux artistes qui appartiennent à son réseau, puisqu'en fait via ces expositions-là et les archives qu'elle a dans son centre, elle documente toutes les œuvres qu'elle a pu exposer.
Et lors de la conception de cette exposition, Valley Export entretient de nombreuses correspondances avec les artistes qu'elle souhaite exposer, qu'on peut donc consulter dans ce centre-là. Et outre les arts visuels, cette exposition comprend aussi des documents, c'est-à-dire de la documentation sur des groupes de femmes qui travaillent dans les domaines sociaux-politiques, par exemple le groupe féministe AUF, Action Unabhängiger Frauen, Action des femmes indépendantes. Les œuvres d'art graphique ou vidéo ont le même droit à la diffusion sans hiérarchie, et donc ça va à l'encontre du format d'exposition hégémonique qu'est le White Cube à cette époque-là, parce qu'il n'y a aucune hiérarchisation entre les médias exposés. Et ce format permet de créer un espace artistique élargi dans lequel le contexte sociopolitique et les offres artistiques transdisciplinaires peuvent se côtoyer. Et de cette manière, elle espère manifester l'autodétermination des femmes, leur donner accès à la scène artistique, monopolisée par les hommes à cette époque-là, faire changer la conscience des femmes et des hommes, mais aussi rendre le mouvement des femmes encore plus fort. Je cite donc, « Pour parvenir à l'autodétermination, les femmes doivent participer à la construction de la réalité par le biais des médias. Les femmes doivent donc utiliser tous les médias comme un moyen de lutte sociale et comme un moyen de progrès social afin de libérer la culture des valeurs masculines. » Donc via un tel format, Valley Export veut prouver que l'art est un moyen d'expression dans l'émancipation des femmes et du féminisme à l'époque. L'historienne de l'art allemande Monika Kaiser écrit, je cite, qu'elle était préoccupée par l'extension spatiale de l'ensemble du corps, par la prise en compte de nouvelles impulsions sociales telles que les exigences du mouvement des femmes et la pénétration des expériences féminines individuelles dans l'espace artistique. La documentation importe donc, elle est destinée à être partagée afin de transmettre une histoire de l'art féministe, et faire entrer en résonance les œuvres d'artistes avec leurs propres écrits et de la documentation permet de la diffuser de manière intelligible, de donner du sens. Et publier et exposer ce travail de documentation est une tentative pour la pérenniser afin de lutter contre une amnésie due à un mélange de misogynie et d'antiféminisme. Il est aussi important d'exposer l'archive, c'est ce que démontre Valley Export, le Valley Export Center en concevant cette exposition et en publiant l'ouvrage Valley Export Archive Matters, Dokumentalisieren und Zeigen, qui consiste en l'exposition de l'archive et l'explication de son importance. Et juste ici, on a un zoom, désolé pour la qualité de cette diapositive, mais en gros, c'est un schéma pour expliquer l'importance de l'archive de Valley Export, comment elle a été construite, à quoi elle sert, et les différents réseaux qui peuvent ensuite aller ensemble. Donc là, en plus, il y a une exposition de ces archives qui a un enjeu encore plus fort, puisqu'elle ne se cantonne pas seulement à la diffusion au sein d'un microcosme de l'histoire de l'art et des chercheurs-chercheuses, mais aussi une accessibilité vraiment à tous les publics grâce à l'exposition, et donc une meilleure transmission des théories féministes et d'une histoire féministe de l'art. Ensuite, je vais passer à une autre stratégie qui est la conception de formats un peu spécifiques. Et ici, il s'agit d'une exposition de tableaux vivants. Et je vais prendre l'exemple de Dame Billeder, l'exposition organisée par les femmes artistes du collectif danois Kanonklubben. Et il s'agit, Dame Billeder est en fait la première exposition d'art féministe, pas d'art, pas la première exposition non mixte de femmes artistes, mais bien féministe, organisée par les femmes artistes membres du collectif mixte Kanonklubben, dont Kirsten Justusen fait partie. Elle a eu lieu dans plusieurs bâtiments rattachés à l'Académie royale des beaux-arts, où elles étaient étudiantes, parce que les institutions ont refusé leur projet. Et pendant 14 jours, les 7 artistes réalisent 7 tableaux vivants au sein de l'Académie royale des beaux-arts pour dépeindre les différents rôles tenus par les femmes dans la société danoise de l'époque. Le titre d'origine était Dame Billeder, que l'on pouvait traduire par image de demoiselle. Mais après le 4e tableau vivant, le titre a été modifié pour Kvinda Billeder, image de femme en français. Et par cette exposition, les femmes de Kanonklubben voulaient créer une distance par rapport à l'idée des petites miss, qui était le surnom donné par leur professeur. Et c'est aussi le signe de la nouvelle conscience de soi du mouvement féministe Red Stockings, qui venait de s'établir au Danemark avec les premiers groupes en janvier 70. Donc là, je vous ai mis 2 exemples il y a 7 tableaux. D'abord... Ah non, pardon. Excuse-moi. Là, je vais lire la citation. Donc, ces sculptrices et peintresses sont comme des actrices muettes sur différents thèmes, chacun d'entre eux étant lié à un slogan de l'époque. Et donc, en fait, chaque thème représente une image stéréotypée de la femme à cette époque-là, de manière ironique et humoristique. Donc, on a la putain, une image de la femme en tant qu'objet sexuel, la vaisselle, une image de la femme
au foyer. Le gâteau de mariage, une image du mariage en tant qu'institution intouchable. La beauté, une image de la femme en tant qu'objet de beauté. La défense, une image de la lutte. Les vêtements, une image de la solidarité féminine. Et le camp et la fête, une image de la rébellion, de la volonté, de l'enthousiasme et de l'amour. Et cette série d'images forme ainsi une histoire des femmes, de leur oppression jusqu'à leur liberté qui était à venir à ce moment-là. Donc là, je ne vais pas trop avoir le temps de détailler tout ça, mais vous avez le premier tableau qui est la putain, qui se tient entre 2 et 3 jours, et toutes les artistes du collectif se tournent à tour de rôle avec les mêmes vêtements dans une cage, comme pour représenter la prostituée hollandaise, avec un éclairage ultraviolet, les visiteurs peuvent les regarder. Ensuite, on a dishwashing, le lavage de vaisselle, présenter la vaisselle sale des artistes qu'elles ont apporté dans l'espace d'exposition. Ensuite, on a de beauty, et donc c'est le recouvrement des murs avec l'espace de plastique rose. Et il y a une société de maquillage qui arrive dans l'espace, qui est chargée de donner des conférences sur les soins de beauté. Donc ça pourrait soit vouloir souligner en fait le cadre capitaliste dans lequel la beauté des femmes est comprise, mais Kirsten Justesen elle-même dit que ça peut aussi être compris comme une revendication du droit à la beauté féminine au-delà des frontières de genre. Ensuite, on a The Wedding Cake, que vous pouvez voir juste en haut à gauche, là. Le gâteau de mariage, donc pour montrer le mariage comme une institution qui est vraiment intouchable et qui est le but pour toutes les jeunes filles. Défense, qui est un cours d'autodéfense. Le 6e, c'est les vêtements, qui montrent en fait les vêtements où elles vont confectionner tous les vêtements rouges pour le 7e tableau. Et en fait, selon Kirsten Justesen, je cite, « Nous étions en fait des maoïstes ». Elle rappelle ensuite que le rouge est également la couleur de la passion et de l'amour, mais aussi leur manière de montrer qu'elles deviennent de plus en plus sanglantes, donc une manière de mettre en évidence leur rébellion. Et enfin, le 7e et dernier tableau, qui se nomme « The Camp and Celebration », le camp et la fête. Et cette action a duré 4 jours. Les femmes et leurs enfants se sont installés dans la pièce du sous-sol, qui était alors entièrement rouge, en portant des vêtements rouges. Et ce tableau a permis de discuter des thèmes de l'exposition avec les visiteurs. Puis les discussions se sont portées sur les menstruations, qui était alors un sujet très traumatisant, et qui a duré pendant 2 jours, durant laquelle tout le monde se réunit, pendant une fête, une grande fête rouge en fait, durant laquelle tout le monde se réunit, hommes, femmes et enfants. Ils ont emménagé dans la galerie et ont dormi dans les draps rouges que les femmes venaient de confectionner. Et vêtus de leurs vêtements rouges, ils ne se nourrissaient que de plats rouges. Leurs vêtements étaient rouges, nourriture, fleurs, bougies, etc. Et selon Yitte Rex, une autre artiste du collectif, c'était un signe d'enthousiasme, de volonté, d'amour et de rébellion. Donc ces 3 derniers tableaux offrent une vision utopique de l'identité féminine aux visiteurs. Et grâce à la mise en scène de situations collectives qui ont pour point commun la couleur rouge porteuse d'implications de genre et de classe, l'ensemble des tableaux s'inscrit dans le prolongement de l'art des années 60. Cette exposition est une série d'images qui est en fait un dérivé de la structure séquentielle des happenings. Toutefois, ce projet transcende la définition structurelle et formatrice de l'art avec ce format, puisqu'elle permet au contenu de l'image d'être manifestement présent. De cette manière, le potentiel rhétorique, social et politique des images de femmes est mis en évidence. Les images étaient ainsi des événements en soi, mais étaient également l'occasion de s'approprier l'espace d'exposition comme une plateforme de confrontation et d'implication. Par cette exposition, les femmes artistes de Cannon-Clubben ont mené une révolte institutionnelle contre les institutions physiques qui leur refusaient l'accès. Et donc, en participant à l'organisation de cette exposition, Kirsten Justesen prend part à la première exposition d'art féministe au Danemark. Et cette forme spécifique de travail artistique collectif des femmes peut être compris comme l'essence même des espaces artistiques féministes. Et par cette collaboration, ces femmes artistes permettent de partager les expériences individuelles des femmes dans un dialogue artistique avec d'autres femmes qui étaient jusqu'alors élaguées par le canon. Et ensuite, très rapidement, une dernière stratégie, c'est tout simplement la multiplication des supports de diffusion. Et je reprends l'exemple Magna de Valley Export. Donc en fait, on a vu qu'il y avait l'exposition, mais en fait, il y a aussi le catalogue de l'exposition, l'ouvrage scientifique, les essais et même l'oral qui permet de transmettre tout cela. Sylvia Ebelmayer, qui est curatrice et historienne de l'art autrichienne, rappelle à propos de Valley Export qu'elle s'est également fait connaître en tant que féministe et a exprimé non seulement dans son art, mais aussi dans ses recherches et ses écrits, ses préoccupations concernant les questions relatives aux femmes et les problèmes des femmes artistes opprimées par l'histoire et la critique d'art traditionnelle. Donc on rappelle la force de l'écrit, qui dépasse dans un certain sens l'exposition, qui est éphémère et qui n'appartient qu'à une génération de spectateurs.
Les textes, quant à eux, sont publiés, parfois même republiés, réédités, traduits, afin d'être transmis à divers publics. Et c'est le cas, par exemple, ici de Lucie Lippard, qui, pour le catalogue Magna, transmet la traduction de son texte « Pourquoi séparer l'art des femmes ?» et ça permet en fait de diffuser cette critique et théorie féministe états-unienne en Autriche. Et ensuite, au-delà de l'écrit, Valley Export garantit aussi la transmission à l'oral grâce à des conférences. Et dans le cadre de cette première exposition, elle crée la 21e rencontre internationale d'art. Et elle intervient personnellement avec une conférence Frauenkreativität, femmes et créativité. Mais il y a aussi d'autres présentations à ce sujet, à propos de littérature, de médecine, de philosophie. Et cette rencontre interdisciplinaire vise à offrir une vision globale du mouvement, en plus de l'exposition. Valley Export écrit effectivement que grâce à cette structuration en exposition, programme et catalogue, donc par cette multiplication justement, elle espère avoir réussi à montrer l'ampleur internationale du mouvement. Et c'est en multipliant les supports de diffusion que les artistes parviennent à diffuser leurs propos féministes à travers leurs œuvres, leurs expositions, leurs conférences, leurs archives, leurs documentations, et sans bien sûr oublier l'enseignement que je n'ai pas pu aborder aujourd'hui, qui a son rôle à jouer. Et enfin, pour petite conclusion, je vous mets ici une courte bibliographie indicative, parce que pour vous résumer encore une dernière fois, que pour transmettre par l'exposition et la diffusion des écrits pour réécrire l'histoire de l'art d'un point de vue de femmes féministes, et c'est pour cela qu'elles sont pluriactives, c'est pour multiplier leurs chances d'intégrer l'histoire de l'art, ou plutôt d'en écrire une autre, d'un autre point de vue, peut-être en marge du canon, ou peut-être pour l'intégrer. C'est une question à laquelle je suis encore en train de réfléchir. Les institutions n'ayant pas voulu de leur projet, elles les ont créés et portés elles-mêmes. Et Valley Export, alors artiste quand elles songent à l'exposition Magna, fait partie de ce mouvement de prise de pouvoir sur les institutions. Kirsten Justesen aussi, en faisant partie du mouvement Canon Clubben et en organisant Dame Bilder. Elles investissent l'université avec cette exposition, comme les institutions officielles ont refusé. En poussant les portes de la scène artistique, ces femmes prennent possession de l'espace public qui était jusque-là monopolisé par les hommes, car elles étaient renvoyées à la sphère privée, séparées de la sphère publique, et elles rompent ainsi les chaînes de leurs contraintes et brisent en cela un tabou social ainsi que le canon. Merci beaucoup Emma pour cette présentation très riche. Nous avons maintenant écouté deux exemples très différents de la manière dont les pratiques curatoriales selon les acteurs et les actrices ou bien selon les lieux d'exposition participent à soit maintenir un canon, soit à le contrer. Et maintenant, on va passer à la troisième et dernière présentation avant qu'on passe la parole au public. On va écouter Noam Allon. Et Noam, tu es doctorant contractuel à l'Université de Sorbonne Nouvelle et tu prépares ta thèse sous la direction de François Mérès sur le palais de Tokyo. Et ce projet de thèse a pour objectif d'examiner les logiques institutionnelles de ce site de création contemporaine qui, depuis sa conception en 1999 par le ministère de la Culture, aspire à se soustraire aux normes de monstration de l'art et de l'accueil du public. Et ta recherche, comme la recherche d'Emma, est par ailleurs enrichie par ta propre pratique curatoriale, puisque en parallèle à tes recherches, tu es aussi commissaire d'exposition et critique d'art, activité que tu mènes entre Paris et Tel Aviv. On t'écoute. Merci beaucoup Dina et Yongsung, et merci de manière générale aux doctorants de l'INACHA qui m'ont invité à participer dans cette table ronde, et mes deux collègues Andrea et Emma pour vos présentations passionnantes. Je veux parler aujourd'hui des structures artistiques indépendantes à Paris qui étaient en fait conçues comme un sort de tremplin pour les jeunes artistes de la scène locale. Alors je vais commencer par vous donner un peu un contexte historique. Dans les années 80, il y avait une grande euphorie économique dans tous les pays occidentaux. Mais au début des années 90, il y avait une grosse crise financière qui impactait presque tout le pays. Et le marché de l'art fait face au retrait brutal des acheteurs d'art de tout type, que ce soit antique, moderne et contemporain. Et en France même, il y avait une perte de près de 50% de chiffre d'affaires des galeries françaises qui impacte en premier lieu les artistes contemporains. Parce que les artistes
très réputés se retrouvent dès lors avec une cote très élevée, mais personne ne veut acheter. Et les artistes qui viennent de commencer leur carrière, et ils ont une petite cote, mais sympa quand même, il n'y a plus aucune demande. Et à partir de 92, les achats de l'art contemporain en France presque se retrouvent à l'arrêt et plusieurs galeries commencent à soit réduire l'espace, soit virer des gens, du personnel, soit tout simplement fermer les portes. De l'autre côté, de la scène institutionnelle qui, pendant aussi les années 80, a pu profiter de tous les différents fonds étatiques grâce à Jacques Lang, à Paris, dans les années 90, la scène institutionnelle n'était pas tout à fait favorable pour les jeunes artistes parce qu'on a eu seulement 2 institutions de grande ampleur qui étaient intéressées par ces jeunes artistes, à savoir le Musée d'Art moderne de la ville de Paris, musée municipal, et la Fondation Cartier, une initiative privée, tandis qu'au côté étatique, on a le Centre Pompidou et la Galerie nationale de jeux de paume, où on voit soit des artistes en fin de carrière, soit beaucoup d'artistes modernes, soit d'artistes en fin de carrière ou des artistes déjà morts. Alors, les pauvres jeunes artistes de la scène parisienne, qui sont face à une crise économique énorme et une situation institutionnelle pas top, décident de créer leur propre espace autogéré. Ces lieux indépendants s'y différencient des espaces alternatifs des années 70 que Emma vient de nous présenter. Et la plupart de ces espaces, en effet, avaient une vocation idéologique, une posture critique vis-à-vis des institutions muséales ou d'autres sujets dans la société. Le contexte économique des années 90, du coup, pousse certains groupes de jeunes diplômés des écoles d'art qui ont assisté à la chute du marché, ils ne trouvent pas leur place dedans, ils disent, bon, il faut qu'on crée notre propre structure de diffusion. Les artistes, ces artistes-là étaient souvent accompagnés par des critiques et commissaires indépendants, c'était un peu l'époque de floraison de ces 2 nouveaux métiers dans le monde de l'art, qui essayent de pallier ces déficiences de manière autonome. Cette indépendance, tout de même, ne sous-tend pas nécessairement une idéologie commune, mais elle sert pragmatiquement comme un tremplin pour l'intégration des artistes au marché. Et effectivement, en faisant mes recherches, j'ai vu qu'un Ulrich Obrist, qui était à l'époque commissaire au MAMVP, au Musée d'Art moderne de la ville de Paris, et qui suivait de près la scène locale parisienne, il précise que ces nouvelles structures ont même pas aimé le terme alternative. Ils ont dit non, on ne veut pas s'appeler alternatif, on ne propose rien comme alternatif, on est plutôt indépendant. Et ces lieux indépendants, ils naissent donc par nécessité et ils sont marqués par le désir de faire les choses maintenant plutôt que dans un futur idéalisé. Et pour suivre et mener leurs activités, ces associations indépendantes font éventuellement recours à des aides publiques et privées. Du coup, déjà, on peut se demander à quel point ils sont indépendants. Et il est sûr, dans tous les cas, qu'il ne s'agit pas de lieux underground. On n'est plus dans des grosses friches en banlieue ou genre pas au centre de Paris. On est vraiment dans des lieux intermédiaires que Raymond Moulin le formule de la manière suivante. Je cite, sorte de club de fréquentation, lieu de rencontre des amateurs potentiels que le plaisir de sociabilité peuvent transformer en collectionneurs. Alors, ces espaces autogérés, c'est la plupart du temps des structures associatives qui se retrouvent au centre-ville. Et ils n'essayent pas du tout à aller contre la capitalisation de l'art, comme on peut voir dans cette image un peu drôle. Ils aiment la capitalisation de l'art d'une certaine manière. Vers la fin des années 90, cette tendance devient si répandue à Paris qu'elle fait désormais figure de modèle et elle ouvre une nouvelle voie d'action artistique parallèle à l'institution et au marché, pas
en contraire de l'institution et du marché. Cette période connut également un essor des revues et des magazines d'art contemporain indépendants, sous l'impulsion d'une nouvelle génération de critiques influençant fortement la scène parisienne de l'époque. Et une parmi celles-ci est Purple Prose, diapo s'il vous plaît, un magazine fondé en 92 et publié encore aujourd'hui par Hélène Fleiss et Olivier Zahm. C'était un couple de critiques et commissaires qui compose également un collectif curatorial bénéficiant de son propre lieu d'exposition qui s'appelle Purple Institute. Alors, l'activité de ce couple, Zahm et Fleiss, commence en 90 avec la publication de 6 numéros d'une gazette par fax. C'était en fait le prototype de la revue Purple Prose qui sera lancée en 92 et prendra une forme assez expérimentale pour l'époque, celle d'un fanzine, au sein duquel des jeunes artistes sont invités à intervenir librement. Un an plus tard, Fleiss et Zahm élargissent leur expérience éditoriale vers l'activité curatoriale et ils commencent à organiser des expositions non thématiques dans des galeries et institutions françaises comme étrangères. À partir de 1995, le magazine change d'orientation pour se tourner vers la mode. Une décision motivée par l'insuffisance de soutien économique de la part du milieu artistique. Il fallait payer les gens, il fallait payer l'agence d'impression. Cette situation conduit certains membres du monde de l'art à considérer le revirement de Purple avec un certain mépris, leurs intérêts économiques étant perçus comme, je cite, « forcément le mal, le diable, l'aurore absolue ». Toutefois, il est vrai que les revenus provenant de publicité ont permis à Fleiss et Zahm d'ouvrir en 1999 leur propre lieu, à savoir Purple Institute, ce qui était à la fois boutique, café et salle d'exposition dans le 10e arrondissement de Paris. Et c'est un lieu sur lequel, malheureusement, nous avons très peu de documentation. Zahm évoque rétrospectivement l'hostilité que sa génération a pu subir de la part de la génération précédente, celle de 68, qui était à cette époque dans les positions de pouvoir dans le monde de l'art et de la culture. Il a dit que cette génération de 68 arts considérait les nouvelles espaces et structures qui viennent de naître comme pas assez politiquement engagés. Et il constate en effet qu'il y avait une sorte de fossé idéologique. D'un côté, on a les 68 arts avec toutes leurs valeurs, et de l'autre côté, on a ces jeunes artistes qui étaient nés dans les années 80 et 70, et du coup 80, ils profitent bien de la culture de la révolution néolibérale. Ils trouvent qu'il y a des profits à tirer dans cette révolution, et du coup, leurs espaces vont dans l'esprit de cette nouvelle pensée et nouvelle tendance économique. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, une autre structure indépendante est Accès Local. Et elle est fondée en 1998 et elle affiche dès ses débuts une ambition lucrative. Ces collectifs réunissaient 6 membres de professions différentes. On a un graphiste, un commissaire, un critique, journaliste, web designer et artiste sonore qui établissent ensemble une entreprise et SARL dans le but de développer des activités artistiques sous forme de prestations de services. Alors, par la mise en œuvre de dispositifs artistiques, Accès Local propose des interventions ponctuelles au sein d'entreprises et d'organisations diverses afin d'améliorer leur processus de communication de groupe ainsi que leur prise de décision stratégique. Bon, c'était sympa comme idée, mais ils n'ont pas trop réussi au début. Ils ont fait quelques affiches et quelques conseils de marketing. Et en gros, ils ont décidé de concentrer leurs activités autour des discussions au sein de leur local dans le 10e arrondissement de Paris. Prochain diapo, s'il vous plaît. Voilà, une petite discussion sur des chaises en plastique. Parfois, il y avait aussi des canapés récupérés dans la rue. Et tous les mercredis, il y avait des débats à l'Accès Local qui ont attiré une large audience.
Les visiteurs, du coup, s'installent pour assister à ces discussions ou expérimenter des œuvres proposées par la sonothèque qui était créée aussi par le collectif. Il y avait un critique d'art à l'époque, Camille Saint-Jacques, qui a dit sur l'accès local qu'ils ont offert au public une atmosphère chaleureuse qui a désacralisé le statut de l'œuvre au profit de la bienveillance du visiteur. Et il dit, Saint-Jacques, que cette situation était guère trouvable ailleurs, dans les galeries commerciales ou dans le musée. Prochain diapo, s'il vous plaît. Dans le même article, le critique Camille Saint-Jacques évoque également la structure consacrée à l'art contemporain public, dont la priorité est aussi donnée à l'accueil. Ces lieux indépendants est fondé en janvier 1999 par un groupe de 8 jeunes artistes et curateurs. Et un artiste de ces collectifs, Boris Achour, pour commencer cette aventure, il sollicite Christophe Durand-Roel, qui était le propriétaire de la Galerie des Archives, qui venait de quitter son local à l'Impasse Beaubourg, à 2 pas de Centre Pompidou, pour qu'il prête au collectif son espace de 90 mètres carrés. Alors Durand-Roel propose son ancienne galerie pour un loyer réduit à 30 000 francs par an. Ça fait à peu près 475 € par mois pour 90 mètres carrés dans le Marais. C'est pas beaucoup, quoi. Alors, public, le collectif, il trouve l'argent pour payer ces quelques centaines d'euros grâce aux aides financières des personnes privées, des subventions de la DRAC Île-de-France, de la mairie de Paris et de la Caisse de dépôt et consignation. Du coup, pas très indépendant, encore une fois. Selon le fondateur, en créant leur lieu indépendant, ils souhaitent, je cite, « inciter et participer au développement d'initiatives privées afin de créer des nouvelles dynamiques artistiques. » Il semble que par nouvelle dynamique, public cherche à remettre en question la relation habituelle du milieu artistique avec le public. Et ils intègrent dans leur programmation des performances et des workshops qui, je cite, induisent un autre rapport au lieu qui n'est pas celui de la consommation. Très bien, une vocation expérimentale, c'est pas mal, mais ils disent clairement que leur espace est avant tout une mission, et pour la mission pragmatique, de faire un tremplin, un relais entre les écoles d'art et la scène de l'art contemporain, parce qu'il n'y avait pas d'espace pour ces jeunes artistes pour exposer. Après 2 ans d'activité de public, l'ensemble de membres fondateurs est remplacé par une nouvelle équipe. D'un côté, on peut dire c'est très sympa, c'est une vision horizontale de relations de pouvoir, mais de l'autre côté, on comprend déjà que en fait, ce type de tremplin a bien fonctionné. Si au bout de 2 ans, ils peuvent dire « Ah bah ça y est, on a trouvé notre petite place au sein du marché ou au sein de la scène institutionnelle », on peut avancer à l'autre chose. Et prochain diapo, s'il vous plaît. Glassbox, c'est le plus ancien de lieux indépendants de cette décennie, et l'un des plus remarquables également, et les seuls à être encore actifs à l'heure d'aujourd'hui parmi ceux mentionnés jusqu'ici. Qui déjà pose quelques questions. Installé dans un ancien local de la Poste, rue Oberkampf, dans le 11e arrondissement, Glassbox est géré par le collectif Smart, composé par jeunes artistes de nationalités différentes, mais tous et toutes diplômés de l'école de Beaux-Arts de Paris. Ces jeunes diplômés reconnaissent que leur initiative est née en réponse au manque considérable d'espaces d'exposition à Paris, contrairement à d'autres capitales, et spécifiquement Londres, où il y avait pas mal d'espaces d'expo pour des jeunes artistes. La première exposition de Glassbox réaffirme cette vocation initiale. On voit l'affiche ici, elle s'intitule « Ne me quittez pas » et affiche l'ambition sous-jacente de convaincre les artistes parisiens de rester à la capitale. En gros, cette exposition, ce qu'elle voulait dire, c'est s'il vous plaît, les gars, restez à Paris. Il y a encore des choses à faire ici, même si la scène est en train de disparaître ou inexistante, tout simplement. Alors, au niveau budgétaire, comment ils ont fait le collectif Glassbox? Ils se sont appuyés à leur début sur plusieurs ressources privées.
Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup parce qu'ils avaient une collaboration avec le café à côté. C'est le café Charbon qui existe toujours à rue Oberkampf. Et en gros, ils ont dit au café, bah écoutez, on vient de Beaux-Arts, on a plein de potes dans toute Paris. On va faire un vernissage, il y aura 2000 personnes qui vont arriver le soir. On va remplir le caisse avec les bières. Donnez-nous 2000 €, on organise une exposition et vous verrez qu'à la fin, vous soyez contente, il y aura un gros profit. Et si ce n'est pas assez, la collaboration avec le Café Charbon, ils se sont appuyés également sur la DRAC Île-de-France et sur la Poste. Et si nécessaire, ils nous ont dit le loyer, qui était vraiment dérisoire, se retrouvait divisé entre les membres. Frédéric Vincent était un fondateur d'un autre lieu indépendant sur lequel on ne va pas parler aujourd'hui, Immanence, qui ouvre ses portes en 2000. Et il dit que le membre fondateur de Glassbox, je cite, souhaitait fonctionner comme une galerie commerciale, mais personne n'a voulu endosser le rôle du galeriste qui aurait sans nul doute évincé le côté artiste de cette personne. Les artistes du collectif voulaient également profiter de Glassbox pour expérimenter des modes de fonctionnement non conventionnels en invitant des artistes et curateurs à organiser des expositions personnelles ou collectives, tout comme des conférences et des événements spontanés. Je ne sais pas en quoi ils considèrent ça comme non conventionnel, mais c'est eux qui ont dit. En parallèle de ces activités, Glassbox a développé un vaste réseau d'échanges culturels en invitant d'autres lieux indépendants étrangers à investir dans leur espace d'exposition. Pourquoi ils font ça? On a deux raisons principales. Dès qu'on fait une collaboration avec un institut à l'étranger, on reçoit l'argent de l'ambassade et aussi on a des nouveaux potes à l'étranger qui vont nous inviter à présenter nos pièces d'ici quelques mois, quelques années. Du coup, on profite. Et en participant en tant que collectif à des événements artistiques à Paris, ils étaient invités à la Fondation Cartier et dans l'exposition, prochain diapo s'il vous plaît, à l'exposition ZAC, Zone d'activation collective 99. C'est une exposition organisée en 99 au MAINVP par Nicolas Tremblay et Stéphanie Moidon, un couple de commissaires qui gèrent aussi leur propre lieu indépendant qui s'appelle le Bureau de vidéo. Et cette initiative a pour objectif d'ouvrir les musées à des nouvelles pratiques artistiques dont la forme se détache de celle du produit fini et se tourne plutôt vers des événements de différentes natures. Cette exposition, tout simplement, soulève le fait que malgré la raison d'être de ces lieux autogérés, à savoir répondre au manque de lieux d'insertion pour leur génération, les artistes à l'origine de ces initiatives se retrouvent plutôt rapidement intégrés au milieu institutionnel. Certains de ces espaces qu'on vient de mentionner ont été établis en janvier 99 et là, en octobre 99, ils sont déjà au Musée d'Art moderne de la ville de Paris. Et aussi, on peut dire autrement que l'ambition de fondateurs de lieux indépendants d'accélérer leur intégration dans le marché ou dans le milieu institutionnel se trouve assez rapidement accomplie. Alors, il est possible d'argumenter que le pragmatisme qui caractérise ces nouvelles structures est très efficace. D'autant plus qu'aujourd'hui, plusieurs artistes associés à ces mouvements profitent d'une notoriété dans le marché de l'art et plusieurs curateurs occupent de postes de direction dans les institutions parisiennes. Si on revient une seconde à Olivier Zahm, qui constatait que sa génération profitait de la révolution néolibérale à l'encontre de la génération de 68 ardes, je trouve qu'il faut qu'on demande maintenant quel héritage cette période a-t-elle laissé à notre génération. En fait, y a-t-il encore des lieux underground à Paris qui essayent véritablement de proposer une alternative à l'institution ou au marché, ou bien les espaces indépendants de nos jours sont encore plus pragmatiques ou même voire capitalistes. Mais, ceci dit, soyons pas naïfs et romantiques, est-ce qu'on peut accuser ces jeunes artistes
qui essayent de trouver de manière d'accélérer leur réussite au marché et d'avoir une sorte de visibilité pour leur travail artistique, lorsque le poids économique de la vie au sein d'une capitale devient de plus en plus lourd. Merci. Merci beaucoup Noam pour cette présentation très intéressante. On va maintenant donner la parole à celles et ceux dans la salle qui souhaitent poser des questions, s'il y en a. Merci à vous trois pour vos trois communications. J'ai une question pour toi, Noam. Parmi cette constellation de galeries plus ou moins éphémères, tu évoques Glassbox comme la dernière qui serait encore d'actualité. Comment est-ce que tu expliques cela? Est-ce que c'est uniquement une question économique? En fait, comme je l'ai dit entre les lignes, c'était un tremplin. Et c'est pas tout à fait des galeries parce qu'il n'y avait pas dès le début une vocation lucrative. Ils avaient peur de se considérer comme des galeries. Même s'ils voulaient vendre leurs pièces, ils savaient qu'à partir du moment qu'ils vont dire, c'était des artistes, hein, c'est des artists in space, ils savaient qu'à partir du moment qu'ils vont dire on est des galeristes, personne va les traiter comme des artistes. Et du coup, ils ont essayé de créer ces tremplins pour créer de la visibilité, pour que les galeristes viennent et le prennent pour le mettre pour représenter dans leur galerie. Et en fait, ça s'est bien marché. Et au bout de parfois 2 ans, 3 ans, la plupart des gens qui en étaient à l'initiative de ces structures alternatives ou indépendantes ou j'en sais pas quoi, ils étaient bien intégrés dans le marché. Ils avaient des expositions dans les FRAC, ils avaient des expositions au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, ils étaient représentés par des galeries, et du coup ils avaient plus vraiment besoin de ces espaces de visibilité parce qu'ils l'ont trouvé ailleurs. Glassbox, ils ont resté vivants parce que dès le début ils ont décidé de faire tourner le pouvoir, mais il y avait toujours des membres fondateurs qui ont resté sur place pendant 20 ans. Et la plupart du temps, c'était les artistes qui ont moins réussi. Si on pense par exemple à Stéphane Nikolaev, qui était un des fondateurs de Glassbox, lui aujourd'hui, il est chez Michel Rhin, il a eu des expositions partout, que ce soit en France ou à l'étranger. Il n'a pas besoin de gérer un petit espace dans le 11e arrondissement où il y a un peu de punkistes qui vont de temps en temps. Il a d'autres affaires, genre il a son atelier, il a sa pratique artistique, tandis que d'autres artistes qui étaient là-bas dès le début et qui n'ont pas eu la chance d'être repérés par des gens de l'institution et du marché, ils sont restés parce qu'ils voulaient quand même faire partie de la scène artistique. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Merci pour vos 3 présentations qui étaient très intéressantes. J'ai une question pour Emma. J'aurais voulu savoir si tu penses ou tu sais que ces méthodes de curation de ces 2 artistes féministes ont eu un impact quelconque sur les pratiques actuelles, que ce soit au niveau de pratiques de curation indépendantes ou institutionnelles, ou si tu pouvais développer un peu sur la question. Alors, tout ce que je peux dire en tout cas sur Valley Export et Christiane Oosthuizen, c'est qu'au début, elles ont eu du mal, en tant que curatrices, à avoir leur place dans l'institution. C'est-à-dire que je n'ai pas pu trop développer avant, mais Christiane Oosthuizen, en tant que membre du collectif Canon Clubben, elles ont été vraiment rejetées de toutes les institutions danoises. Et Valley Export, quant à elle, elle a été... en fait, elle a galéré pendant 3 ans. De 72 à 75, aucune institution n'avait accepté sa proposition d'exposition non mixte de femmes artistes, en expliquant soit qu'il n'y avait pas de place pour elles, soit que c'était pas intéressant, que ça n'intéresserait personne de voir une exposition de femmes artistes. Et en fait, à partir du moment où elles ont eu une reconnaissance internationale dans les années 80, à partir du moment où elles ont pu faire qu'elles ont pu faire leurs premières expositions, enfin en tout cas qu'on considère aujourd'hui comme leurs premières expositions,
Elles continuent, et au final, elles arrivent à être commissaires d'exposition dans des musées, dans des grosses institutions, comme par exemple la Kunsthalle Brands au Danemark, où elles ont fait un co-commissariat ensemble dans les années 90, donc c'était en 1996. Après, en 2009, Valley Export, elle a été commissaire d'exposition de la Biennale de Venise, et on voit qu'il y a une sorte d'évolution, même si j'aime pas trop ce terme, mais il y a une sorte de consécration de la pratique de curatrice, et que en fait c'est une validation institutionnelle tout simplement via finalement leur comment dire, je perds mes mots, l'augmentation de leur place, de la place de leurs œuvres dans le marché de l'art augmente leur reconnaissance en tant qu'artistes et donc aussi en tant que curatrices, puisqu'elles exposent leurs propres œuvres et aussi celles des autres. Et on voit aussi qu'encore aujourd'hui, les artistes commissaires ont une place très importante. Il y a encore une table ronde il y a 1 an et demi à l'École des Beaux-Arts de Paris, où il y a eu par exemple un artiste Run Space, peut-être que tu connais, XOXO, avec Antoine Bonzo, où en fait ils expliquaient qu'ils utilisaient vraiment leurs propres ressources privées, et c'est ça qui était compliqué. Et comme Valley Export par exemple, pour Magna, pendant ces 3 ans, en fait elle s'est ruinée. Donc c'est pas pour gagner plus. Moi je m'étais posé la question, est-ce que leur pluriactivité c'est pour gagner plus d'argent? Peut-être, je me suis posé la question, et en fait non, parce que quand on voit les archives, Valley Export s'est ruiné pendant 3 ans à faire un peu le tour d'Europe, à trouver une institution qui allait accepter son exposition. Et là c'est pareil encore aujourd'hui. C'était le cas d'XOXO, qui a été fondé il y a quelques années là maintenant, par des jeunes diplômés de l'École des Beaux-Arts. Ils ont utilisé vraiment toutes leurs ressources privées pour faire cet Artist Space, qui est en fait un atelier et qui après se déploie en galerie 1 fois par mois, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on voit que ça n'a pas trop changé. Après, la question que je me pose, c'est un peu ce que Noam avait dit. Est-ce que vraiment ils jouent le jeu du truc underground où ils veulent rester dans un truc autogéré, ou est-ce que vraiment, finalement, est-ce qu'ils veulent s'inscrire dans ce canon institutionnel? Ça, c'est une question que, perso, je n'ai pas encore répondu. J'espère que j'ai répondu. Hello, j'ai une question pour Andrea. So in your presentation, you show us some diagrams of the collection of the museum. So you said there are some pieces are uncertain. I'm not sure what do you mean by. Can you explain further? And I have the second question is that is there any possibility in the structure of the institution in Germany they can change or decide the new content of the permanent collection? Is there any curator already made some proposition to change the situation? Thank you for your question. First of all, uncertain or untraceable means that the first catalogue sometimes just lists a landscape, so I can't really say what sort of painting it is. I really searched through the whole collection. And we have done a lot of research for these sales that our second director in Hamburg, Gustav Pauli, did in between 1919 and 1926. He sold over, I think, 500 different works in 3 auctions, and that is quite well listed, but what he did in between is not really that certain, so I can't really say how they escaped the collection. Then you have the losses of the Second World War, because the whole collection was in storage in different parts of Hamburg and was brought from A to B to C to Z. So there are also losses during that time, and it's not quite sure where the works actually are or when they vanished in a way. So that's what I meant by that. If I'm truly honest, and I mean I really can't tell for everyone, but I think there is a huge shift in focus to permanent collections due to climate change, due to trying not to do these loans back and forth, due to money, because it's cheaper to do a presentation with your own collection.
But the new and brave ideas are most of the time at contemporary art. And, well, every work from 1960 onwards, that's where new structures of permanent collections are happening or have been happening during these last years. I would like to see this structure that you have here based on the central system of France, so that you have loans going from one museum to another for the permanent collection, because what's the point of us having 80% of our paintings in storage that we could loan to another museum to, I don't know, build up a focus that they have. So maybe be more transparent, be more in dialogue with other museums, but that's really, I can't really, that would be a wish I have. And I would really like to work on presentations of permanent collections, asking questions in the permanent collection. What are we trying to say here? Is this a narrative of history? Because it isn't. And maybe sometimes I'm not in favor of putting back that huge history painting I showed you in between the collection, but maybe just have it presented for 3 months and have like weekly sessions that you can talk to people about and explain why you're not presenting it and make it, I don't know, accessible to everyone, these decisions, because a huge part of museums' collections are never visible. They're just in storage. And for me, yeah, I think the permanent collection is really fascinating because it's really badly documented as well. So you have all these catalogs of temporary exhibitions and you can do research and research and research. But going through the permanent collection and change of permanent collection is really tough. It's really, because it's not documented. I hope this answers your question. Thank you. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci beaucoup à vous trois pour vos communications très riches. J'ai 2 questions. Une première question pour Noam. J'aimerais bien que tu reviennes sur les rapports un peu avec le libéralisme et en fait le rôle de l'économie sur justement les formations de lieux un peu alternatifs ou enfin de lieux qui vont se faire un peu à la marge. Donc le rapport entre oui, l'économie et ça. Et ma deuxième question, je vous la pose peut-être tout de suite, comme ça laissera le temps de réfléchir pour y répondre. Deuxième question pour Emma. Tu avais, à un moment donné, parlé très très vite d'une autre activité de ces artistes et curatrices, qui était l'enseignement. Et est-ce que tu pourrais aussi revenir dessus très vite, s'il vous plaît? Merci. Merci pour cette question intéressante. En fait, il faut... c'est drôle parce que quand je parle avec d'autres chercheurs un peu plus âgés que nous, ils me regardent toujours en mode genre oui, mais c'est évident qu'il y avait la révolution néolibérale au début des années 80. Qu'est-ce que genre pour eux, ils ont vécu ça, mais pour nous ça semble un peu loin et on n'était pas encore là. Mais en gros, il y avait un très grand changement à cette époque et il y avait une très grande richesse qui est arrivée dans le marché. Dans le marché de l'art, plus spécifiquement, l'œuvre n'était jamais auparavant un bien mercantile comme dans cette période. Les gens ont commencé à spéculer, il y avait des prix records, des dingues sur des œuvres d'art. Jamais on a vendu à ces prix. Et c'était très 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 médiatisé aussi. Toutes les maisons de vente aux enchères ont publié le prix record. Regardez, on a vendu un tel et tel Picasso avec ce prix énorme, machin. Et il y avait beaucoup de nouveaux et nouvelles collectionneuses et collectionneurs. C'était une sorte de des nouveaux riches, quoi. Des nouveaux et des nouvelles riches qui voulaient décorer leur maison avec cette sorte de symbole
capital symbolique et non à la fois, parce que ça a coûté très cher. C'est comme dans toutes les comédies hollywoodiennes qu'on voit, genre une femme très riche avec un truc derrière elle, elle sait pas du tout d'où ça vient, qu'est-ce que ça signifie, mais elle est en mode genre, voilà, regardez comme je suis une grande intellectuelle. C'est un peu dans ce délire-là, et c'était ça les années 80, et en plus, on a eu Jack Lang, qui a triplé en très peu de temps le budget du ministère de la Culture. Du coup, tout le monde était content. Il y avait quelques gens qui ont fait des squats en banlieue parisienne, mais on les a pas trop regardés, c'était vraiment de gros punkistes. Et tous les artistes étaient, c'est trop bien ce qui se passe. On a de la place pour exposer, il y a de l'argent, genre, je peux finir l'école de beaux-arts et réussir dans ma vie, quoi. C'est pas du tout une pensée que nous avons aujourd'hui. Mais, et du coup, ils arrivent aux années 90, boum, tout ça, ça a disparu à cause de la crise du marché, mais eux, ils ont kiffé ce qui s'est passé auparavant. Ils voulaient créer la même chose. Ils ont dit, bon, on n'attend pas que les choses changent, on ne sait jamais comment ça fonctionne le marché, on n'a jamais fait des cours en économie, mais au moins, on crée une visibilité pour nos pièces, on assure qu'il y a quelqu'un qui le regarde, qu'il y a une certaine visibilité pour notre travail, dans cet espoir qu'on arrivera à intégrer le marché ou la scène institutionnelle plus vite. Et à l'encontre de ce que Emma vient de nous raconter, où il y avait vraiment une pensée idéologique très 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 forte sur ce que c'est le médium de l'exposition, sur comment on publie des choses, qu'est-ce que ça veut dire de présenter tel ou tel artiste et son genre, etc. Eux, ils s'en fichaient complètement de ces idées. Parfois, ils ont dit « ouais, on est ouvert pour les nouvelles propositions spontanées venant de machin, machin », mais en gros, ils n'avaient pas trop d'idéologie à défendre. C'était vraiment, dès le début, une solution pragmatique pour accélérer le processus de l'intégration dans le marché. Mais encore une fois, c'est toujours, quand j'en parle, c'est comme si je leur accuse. Mais en fait, je le comprends. Je comprends très bien cette démarche et je le vis aussi en tant que commissaire indépendant. On n'a pas trop le choix. On ne peut pas réinventer le modèle de l'exposition quand on a 50 € alloués par un artiste Transpace, j'en sais pas où, à Montreuil. Je ne peux pas faire ça. Je dois faire un truc qui correspond à peu près avec les tendances actuelles pour que quelqu'un à l'institution repère mon travail et pour qu'il m'invite à faire une exposition avec 200 € cette fois-ci. C'est comme ça qu'il faut grimper les marches hiérarchiques, malheureusement. Mais la société, depuis la révolution néolibérale, le schéma est devenu beaucoup plus visible. Et du coup, les gens ont dit « Ah bah ok, c'est comme ça que ça fonctionne, le capitalisme. Qu'est-ce qui est mon rôle là-dedans? Comment je grimpe l'échelle ?» Et donc pour répondre à la question au niveau de l'enseignement, il y a 3 réponses, je pense, que je peux apporter. La première, c'est que d'après, il y a la thèse de Floris Taton qui est à propos des artistes féministes performeuses des années 80 à 2010, si je ne me trompe pas, qui a été soutenue très récemment et qui est vraiment très riche. Et dedans, en fait, elle étudie une vingtaine d'artistes féministes et en fait, elle met au jour que il y a... En fait, la plupart de ces artistes féministes ont vu naître leur engagement et leur activisme durant leurs études supérieures. Donc en fait, c'est que c'est à l'université que pour la plupart de ces artistes féministes, leur féminisme émerge ou en tout cas au moins s'affirme vraiment. Et donc c'est pour ça que c'est important que ces artistes femmes et féministes vont en fait elles-mêmes sur les bancs de l'université, pas sur les bancs, pardon, vont elles-mêmes à l'université pour faire des cours en fait et pour parce que c'est dans l'université le canon l'emportait toujours et donc elles devaient en parler elles-mêmes pour faire connaître les femmes artistes, pour faire connaître les femmes artistes féministes qui étaient jusque-là encore dans la marge à cette époque-là. Et enfin, l'université, c'est aussi le lieu où il y a des innovations qui émergent par les nouvelles générations d'une part, mais aussi par le croisement des générations. On peut prendre l'exemple canonique, pour le coup, de la Woman House en 72, qui a été organisée par la Colarts à Los Angeles entre
Judy Chicago et Myriam Shapiro, qui elle était très installée et professeure, et qui avait donc un groupe d'étudiantes uniquement, et qui ensemble ont construit la Woman House, donc une maison avec dans chaque pièce en fait qu'il y a dans toute maison, chaque artiste avait en fait sa pièce à construire ou faire une œuvre. Donc voilà. Et donc c'est ce genre de projet qui peut aussi émerger dans l'université. Merci beaucoup. Avant de conclure, je vais juste rebondir sur ce que disait Andrea tout à l'heure. And I would just like to give you like an example that's from my home country, Norway, because you told that you would like to exhibit these history paintings for a couple of months, just so that we can try to contextualize them and try to understand better where they came from. And I have an example, a very recent example from the National Gallery or the National Museum in Norway that really shows us to what extent the permanent exhibition can be very, very political, because there was a big debate in the Norwegian press on the permanent collection of a realist Norwegian painter called Christian Krogh, and an art historian noticed that one of his most famous paintings was not in the permanent collection. And then the head curator of the museum told that it was not there because it was colonial. And this started a big debate, because in the painting, it's a big painting of Leif Erikson, who was a Viking king. And it's a painting from the end of the 19th century. And it was exhibited in Chicago during the Universal Exhibition. And it's a painting of Leif Erikson discovering America. And I just wanted to tell you that, because it shows us to what extent the permanent exhibition is still today very, very political. And the museum actually chose to exhibit the painting for 4 weeks because it's created such a big debate in all the newspapers, at the television. It was a really, really big happening. Thank you for that story, because I think it's important to see something, to discuss it, and to build an opinion, and to form an opinion. And I think that's a great example, actually. I'm just telling an anecdote from yesterday, the Visite de la Bibliothèque. We went to see the different areas of the library, and there was the section, we stopped in front of the section of history painting. And I looked at the literature, and a lot of literature is German. And this is so funny, because, I mean, we're writing about it constantly, but not exhibiting it. Thank you. Wow. And why? I mean, it would be clever to exhibit a painting, to discuss it, to criticize it, to, I don't know, just making it contemporary, forming an opinion, as I said. And this is a great example, actually, how a museum can react to contemporary debates, to what's going on in the world, to, I think it's our job to, I don't know, yes, reflect on something that is important and that is discussed at the moment, really. So thank you. I will ask about that later on again. Et maintenant, je propose de conclure cette table ronde. Merci beaucoup d'être venu.